Dans l'histoire de l'humanité, le premier meurtre fut celui d'un frère par son frère. Caïn tua Abel, marquant à jamais les consciences de ce qui reste l'un des crimes les plus terribles que l'on puisse connaître, le fratricide. Pourtant, des millénaires plus tard, à Korogo, Côte d'Ivoire, l'histoire va tragiquement se répéter. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tracy et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Korogo, capitale de la région du Poro en Côte d'Ivoire. C'est une ville paisible de près de 300 000 habitants où la vie s'écoule traditionnellement au rythme du commerce et des études. Mais en ce matin du 28 octobre 2023, un crime va venir bouleverser la communauté. Ce 28 octobre 2023, les passants se pressent pour se rendre sur leurs différents lieux de travail, dans leurs établissements scolaires, etc. En tout cas, chacun vague à ses occupations. Ahmed, qui est depuis 3 ans conducteur de tricycle, il transporte des marchandises sur ses tricycles contre rémunération, décide de quitter sa maison pour aller travailler. Il est alors interpellé par un passant, un jeune homme d'une trentaine d'années, qui lui demande de le déposer sur son chantier près des carrières de Dao Sopka Folo de Korogo. Alors Ahmed est plutôt content, il est tôt, il y a peu de clients, il ne connaît pas ce client-là, mais il se dit qu'il va pouvoir se faire de l'argent. Il observe quand même les affaires que transporte son futur passager. Il y a des habits, il y a un matelas déchiré et il y a des sachets. Il trouve que les colis sont un peu suspects, mais bon, voilà, il veut se faire un peu d'argent. Le client demande à Ahmed donc, de l'emmener auprès des carrières de Dao Sopka Folo à Korogo, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où il l'a récupéré. Il dépose donc à l'arrière du tricycle les gros sacs qu'il transportait, un sachet. Les deux hommes montent sur le tricycle et Ahmed démarre. Le trajet se passe relativement bien, sans incident entre les deux hommes. Et ils arrivent aux alentours de la carrière dont parlait ce passager. Aux alentours de cette carrière, le passager demande donc à Ahmed de le déposer à côté d'un petit ravin. Ahmed donc se déporte sur le côté, arrête son tricycle, descend pour aider son passager à récupérer donc ses affaires qui sont à l'arrière du tricycle. Mais quand il touche l'un des sacs, l'un des sachets, il a l'impression de sentir un pied. Il soupçonne quelque chose d'anormal dans les autres sacs et commence à avoir de sérieux doutes sur le contenu de ce que transporte son passager. Mais Ahmed est malin, il est même très malin. Doutant de la moralité de son passager, il décide en fait de conserver un visage plutôt impassible le temps de déposer la personne et ses bagages. Il aide donc son passager à faire descendre l'ensemble de ses affaires. Il fait le tour du tricycle ensuite, il remonte et il démarre, il s'en va. Mais Ahmed n'a pas du tout l'intention de s'enfuir, bien au contraire. En fait, il a une idée plutôt intelligente, ingénieuse en tête. Il décide en fait de s'éloigner relativement peu de l'endroit où il a déposé son passager et de se rendre dans les premières habitations qui se trouvent aux alentours. Il va chercher une personne qui pourra l'aider en fait à appréhender son passager suspect dans la mesure où il ne sait pas du tout dans quoi il est embarqué. Donc, il avance un petit peu, il frappe à une porte et un jeune homme lui ouvre. Ahmed lui explique en fait qu'il vient de déposer un passager au bord du ravin et que le contenu des sacs lui paraît un peu douteux. Il demande à ce jeune homme en fait de l'aide pour confronter son passager et le jeune homme va lui dire qu'il connaît en fait la personne idéale qui pourrait aider Ahmed à confondre en fait ce passager. Et il emmène Ahmed vers un autre véhicule. Il est donc aux environs de 8 heures quand Ahmed et son passager frappent à la porte de Soro. Soro, en fait, c'est le chef du quartier. Il habite dans ce quartier depuis une dizaine d'années et il est l'une des personnes les plus influentes du quartier.
À ce moment-là, Ahmed ne le sait pas encore, mais il vient de frapper vraiment à la porte de la bonne personne pour lui. Quand Soro ouvre la porte, Ahmed se présente et lui explique qu'il a transporté une personne jusqu'au ravin et qu'il pense avoir touché un pied humain dans les sachets que transportait son passager. Soro demande à Ahmed de l'accompagner, mais avant ça, il demande au jeune homme qui accompagnait Ahmed d'aller chercher d'autres jeunes qui se trouvent en fait à l'arrière de sa maison pour leur prêter main forte au cas où ils auraient besoin d'aide. Donc avant même que ce jeune homme-là ne soit parti et ne revienne, Ahmed et Soro prennent la moto et le tricycle et partent pour essayer donc de retrouver ce jeune homme et le confronter. Ils n'auront aucune difficulté à retrouver le suspect puisque pendant qu'Ahmed était parti chercher de l'aide, le passager a simplement eu le temps donc de jeter ses affaires dans le ravin, de faire à peine quelques mètres et lorsque Soro et Ahmed arrivent à son niveau, Soro, il le retrouve donc à quelques mètres seulement et à ce moment-là, Soro va commencer à le questionner. Il lui demande d'abord s'il connaît Ahmed, le jeune homme lui répond que oui, il le connaît, que c'est Ahmed qui l'a déposé là, ce matin. Soro lui explique la situation qui lui a été rapportée par Ahmed concernant les sacs qui étaient suspects. Il demande au jeune homme ce qu'il a jeté dans le ravin. Et en fait, là, ils vont faire face à une résistance. Le jeune homme fait de la résistance en expliquant que ça ne les concerne pas, que ça ne le concerne que lui, que personne n'a se mêler de ses affaires. Soro lui répond qu'il comprend parfaitement sa situation, mais que finalement, si les sacs qu'il transportait ne contiennent rien de répréhensible, lui-même, Soro se portera garant pour ce jeune homme et il le prendra en fait sur sa moto et le raccompagnera jusqu'à son domicile. Donc, il insiste pour voir ce que ce jeune homme transportait. Le jeune homme refuse toujours, il ne veut pas coopérer, mais cette attitude finalement va jouer contre lui parce que ça va conforter Soro dans l'idée que effectivement ce jeune homme-là transportait quelque chose qu'il veut cacher. Alors Soro va être contraint d'user de son pouvoir de chef de village, de chef de quartier, pardon, pour conduire ce jeune homme à lui montrer où il a déposé les sacs qu'il est venu jeter à cet endroit précis. Le jeune homme ne s'attend toujours pas à coopérer, une légère bagarre va éclater, mais comme ils sont deux, Ahmed et Soro vont avoir une certaine autorité, vont réussir à le maîtriser et le jeune homme finit finalement par accepter de les accompagner. Alors, il tente d'abord une parade, en ne les menant pas exactement au bon endroit, c'est-à-dire qu'il va les faire tourner en rond. Et c'est finalement Ahmed qui va dire à Soro que non, attention, ce monsieur-là, il est en train de nous égarer. Et Ahmed va se souvenir approximativement de l'endroit où les sacs ont été déposés. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va conduire Soro jusqu'au ravin précis, là où il avait garé son tricycle et ensuite arrivé sur place, le jeune homme va tenter de s'enfuir à nouveau et donc Ahmed et Soro doivent faire usage de la force pour le retenir et ils vont l'accompagner finalement jusqu'à l'endroit où il y a les sacs. Ils examinent les sacs que le jeune homme a jetés et là ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Les sacs contiennent des vêtements et un autre sac contient ce qui semble être des intestins avec du sang. Il faut également savoir qu'à côté de ce ravin, ils vont examiner des affaires qui ont été déposées en fait par ce jeune homme et qu'il a tenté de brûler ces affaires. Donc entre les affaires qu'il a tenté de brûler, les sacs qu'il a jetés, les vêtements dans lesquels il y a des intestins humains, le sang autour, Ahmed et Soro sont choqués par leur découverte, mais cela confirme leurs soupçons. Ils sont bientôt donc rejoints par les jeunes que l'habitant du quartier est allé chercher. Et Soro, de son côté, va décider d'agir de manière sage et de signaler l'affaire au CDO, qui est en fait le Centre de coordination des décisions opérationnelles, une unité des forces de sécurité ivoiriennes. À ce moment-là, il faut comprendre que pour toutes les personnes qui sont présentes, il n'y a plus aucun doute possible. Un crime a été commis. Donc, pour récupérer les affaires qui ont été jetées au fond du ravin par le jeune homme, il faudra faire intervenir les sapeurs-pompiers. Pendant que Soro attend l'intervention du CDO et des pompiers, il interroge un peu plus en profondeur le jeune homme.
Il lui demande d'abord son nom. Et peut-être parce qu'ils se sont acculés, le jeune homme avoue s'appeler Eli. Il dit qu'il est âgé de 35 ans, qu'il est étudiant en 2e année de bâtiment dans un établissement de Korogo. Sa seconde révélation est encore plus choquante. En fait, il explique que la personne qu'il est venu jeter tel un déchet dans ce ravin n'est autre que son frère cadet, Emmanuel, 28 ans, sans emploi. Son frère cadet. Cette révélation est particulièrement difficile à croire, d'autant plus que Eli affiche un calme qui est troublant. Il ne semble pas du tout perturbé par ce qui se passe, par la situation. Et Soro a du mal à croire, c'est dire. Il se demande comment un frère peut venir jeter comme ça le corps de son frère. Donc il va l'interroger sur sa famille. Il lui demande si leur mère habite à Korogo et lui répond que oui. Alors Soro décide de prendre le numéro de téléphone de la mère d'Eli. Et lorsqu'il appelle, c'est la cousine d'Eli et d'Emmanuel qui lui répond au téléphone. Soro lui explique tant bien que mal la situation. Eli est là, il a tué quelqu'un, etc. Il confirme qu'il a tué quelqu'un. La cousine n'en croit pas du tout ses oreilles. Elle demande des précisions sur l'identité d'Eli, elle demande des précisions sur l'identité d'Emmanuel. Mais malgré toutes les explications que lui donne Koro, elle refuse de croire ce qu'elle entend et demande à parler directement à Eli lui-même. Et avec un calme particulièrement déconcertant, le jeune homme va expliquer tout naturellement à sa cousine que c'est bien lui qui a assassiné son frère Emmanuel. La cousine est choquée. Elle court dans la cour familiale. Elle va prévenir leur frère aîné, Séverin. Séverin, en fait, c'est le frère aîné d'Eli et d'Emmanuel. Lorsque Séverin apprend la nouvelle de la cousine, lui non plus n'y croit pas du tout. Il pense qu'il pourrait en fait s'agir d'un piège. On sait aujourd'hui qu'il existe parfois des situations où on décide de vous jeter en fait dans un piège. Donc il ne veut pas y aller seul. Il décide d'appeler un de ses amis pour l'accompagner jusqu'à la carrière et de prévenir également en parallèle la police. Quand son ami arrive, ils prennent une moto et se rendent directement auprès donc de la carrière vers laquelle se trouve Eli, Soro et tout le monde. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils retrouvent le CDO, les pompiers qui sont en train de tenter de faire sortir ce qu'ils avaient justement retrouvé dans le ravin que Eli avait jeté dans le ravin. Il y a également la morgue qui est sur place et on interdit à Séverin de trop s'approcher en raison des opérations qui sont en cours. Alors, compte tenu de la profondeur du ravin, en fait, les sacs qu'avait balancé Eli ne peuvent pas être directement récupérés par les personnes qui sont présentes. C'est pour ça qu'on a fait intervenir les pompiers qui doivent descendre au fond du ravin, aidés par leur matériel de secours, évidemment, pour pouvoir remonter ces sacs. Donc, Séverin a laissé à leur domicile familial la cousine qui lui avait appris la nouvelle pour qu'elle puisse attendre leur mère. Lorsque celle-ci arrive, Madame Julie, la cousine lui apprend ce qui s'est passé. Et la mère, elle dit, mais pas du tout, mon fils ne peut pas faire une chose pareille. Et donc, accompagnée de l'une de ses filles, elle va se rendre dans la maison où dormaient Eli et Emmanuel qui étaient colocataires. Arrivée sur place, la maison est propre, elle est rangée, mais ce qu'elle remarque tout de suite, c'est que le matelas sur lequel dormait Emmanuel a disparu. La mère se dit, bon, ici, visiblement, il ne se passe rien, tout se passe à la carrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à la carrière, là où se trouve tout le monde. Lorsqu'elle arrive sur place, les pompiers viennent de remonter les sacs qui se trouvaient au fond du ravin. Ils vont ouvrir et ils vont confirmer qu'il se trouve à l'intérieur les restes d'un corps humain qui a été dépecé. À ce moment-là, on questionne Eli qui confirme qu'il s'agit bien d'Emmanuel. On interdit spécifiquement à la maman de regarder, mais Séverin, lui, pourra approcher et confirmera à leur maman qu'il s'agit malheureusement bien du corps de leur petit dernier, Emmanuel. Au choc de la révélation succèdent évidemment de multiples interrogations. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi
Un grand frère s'en est-il pris à son petit frère pour aller le jeter ensuite ainsi dans un ravin tel un déchet? S'il y avait eu un accident, pourquoi n'a-t-il pas simplement prévenu les autres membres de la famille qui auraient pu porter secours au jeune homme qui a été assassiné? La mère des deux garçons, Julie, va raconter en fait que, dans une interview d'ailleurs qu'elle a donnée à la télé, que ces garçons avaient effectivement des contentieux, mais pas au point que l'un d'entre eux ne s'en prenne à la vie de l'autre. Elle explique par exemple qu'un jour, Emmanuel a effectivement frappé Ellie, mais Emmanuel était plus petit qu'Ellie. Donc cela n'était pas d'une gravité telle que cela aurait pu conduire à une telle situation. Bien évidemment, le principal concerné, Ellie, va être interrogé. Lors de son interrogatoire, Ellie va avouer que l'histoire se trouve ses racines dans une querelle, tout ce qu'il y a de plus banal entre les deux frères, et ça concerne le non-respect du droit d'aînesse et la non-participation du frère cadet Emmanuel aux tâches ménagères. Ah, le droit d'aînesse, ce droit qu'on aime tellement en Afrique. En tout cas, Ellie va expliquer que dans la nuit du 27 au 28 octobre 2013, les deux frères se trouvent à la maison et il va y avoir une dispute entre les deux. La dispute va mener à une bagarre. La raison, c'est que Ellie reproche depuis toujours à Emmanuel le fait qu'il ne respecte pas son droit d'aînesse. En fait, Ellie considère que dans le cas de leur cohabitation, Emmanuel ne lui donne pas la place de grand frère qu'il devrait avoir. Il ne remplit pas ses tâches ménagères, il ne fait pas sa part, il n'écoute pas son grand frère, il ne respecte pas son grand frère. Et lorsque des reproches lui sont faits par son grand frère, il s'en prend physiquement à son grand frère. Et ce soir-là, lorsque la bagarre éclate entre eux, au cours de l'altercation, Emmanuel aurait, selon les dires d'Ellie, donné un coup à Ellie, ce qui va propulser le grand frère en arrière. Et il va être pris de rage parce que son petit frère a osé porter la main sur lui. Et Ellie va se saisir d'un pilon et frapper très lourdement son petit frère à l'arrière de la tête. Mais ce meurtre atroce ne va pas s'arrêter là parce que, et ça va être finalement la pire des situations, ça va se prolonger par une mutilation du corps. En fait, Ellie va découper le corps en deux avant d'aller donc le jeter dans le ravin, comme on l'a vu un petit peu plus. Voilà donc l'histoire tragique d'un jeune homme de 28 ans, Emmanuel, qui a été assassiné à cause d'une banale histoire de droit d'aînesse. Ce drame tragique nous invite quand même à réfléchir sur un sujet qui est trop souvent minimisé, qui sont les tensions familiales et leur gestion au sein de la famille. Comment une simple dispute sur des tâches ménagères peut être dégénérée au point de basculer dans l'irréparable. Ces conflits apparemment banals dans toutes les familles cachent souvent, il faut le dire, des frustrations accumulées, des incompréhensions profondes et parfois même des blessures émotionnelles historiques, non résolues. Mais est-ce qu'une question d'éducation, de communication ou une pression sociale mal gérée peut également expliquer ces situations? Pourquoi est-ce que dans certaines cultures, on évite souvent de chercher des solutions aux problèmes avant qu'ils n'atteignent un point de rupture? Ce drame est un rappel, à mon sens brutal, de l'importance de cultiver la patience, le dialogue, l'écoute dans nos relations, mais aussi d'identifier les signes d'une escalade pour demander de l'aide. Il est peut-être temps de se questionner parfois sur nos pratiques, nos attentes et notre façon aussi de traiter ceux que nous aimons. Parce que derrière chaque drame, il y a une leçon à tirer. Et dans ce drame-ci en particulier, ce qu'il faut tirer, c'est que dans beaucoup de familles, notamment africaines, il y a souvent des non-dits. Dans beaucoup de familles, vous allez avoir des disputes sur des sujets qui sont des plus banals et on va seulement se dire que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre et qu'il n'est pas nécessaire de s'asseoir et de gérer le problème en profondeur pour trouver une solution pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas.
la famille avait vu des signes annonciateurs de ce à quoi se confrontaient Élie et Emmanuel. Ces deux frères ne cessaient de se bagarrer, mais certainement que tout le monde se disait que c'est une dispute banale entre deux frères et que cela finira par s'arranger. Je ne mets absolument pas la faute sur la famille, attention. Je dis seulement ceci, que peut-être que si on avait pris le temps de simplement s'asseoir, discuter du problème, essayer de trouver une solution, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Telle est simplement ma conclusion de cette histoire. Il est certain que l'histoire qui est racontée n'est pas une histoire joyeuse, bien au contraire, c'est une histoire qui est lourde de sens et dramatique. J'espère tout de même que vous avez apprécié ma manière de vous la raconter. Et si vous appréciez ma manière de vous raconter ces histoires, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour écouter des histoires toujours plus fascinantes. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine histoire. En attendant, je vous dis de ne pas oublier de fermer vos portes et vos fenêtres. Bye!